Le luxe. Vous en avez déjà forcément rêvé. Ce mélange d'élégance, d'inaccessible, de rareté. Comme ce sac à main. Il fait envie, non? Ouais, mais il coûte cher. Très cher. En même temps, le luxe, ça n'a pas de prix. Car qui sait, un jour, vous casserez peut-être votre tirelire pour acheter cette petite beauté, en pensant que ça le vaut bien. Car derrière ce prix, il y a une femme ou un homme. Un artisan, formé dans les meilleures écoles, qui, heure après heure, façonne une matière noble. Un artiste presque, dont le savoir-faire est inestimable. Travaillant pour des marques, non, pardon, pour des maisons, respectueuses de leurs employés, de leurs clients. Bref, des maisons éthiques. C'est ça le luxe à la française, n'est-ce pas? Décidément, on est toujours aussi naïf chez Cash. Le luxe à la française, ce sont deux poids lourds. À notre gauche, le numéro 1 mondial, LVMH, que vous connaissez tous, 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires. À notre droite, le numéro 5 du classement, Kering, qui pèse 15 milliards d'euros. Dans sa main, ou plutôt dans son gant, Gucci, Balenciaga ou Saint-Laurent. Leurs marques peuplent toutes les grandes avenues du monde. Cocorico. Mais pas trop. Car le luxe français, ça n'est ni calme, ni volupté, ni transparence. Bonjour, je suis Élise Lucet, France 2, Cash Investigation. Je voulais savoir si on pouvait aller au défilé. Ah, ça peut être possible, malheureusement. Juste de l'autre côté des Alpes, en plein cœur de la Toscane, se cachent les arrière-boutiques du luxe. Des centaines de fournisseurs tannent le cuir pour les plus grandes marques. Sous-traitants en cascade, ouvriers cassés par le travail et même parfois maltraités. Nous avons pris certains patrons. Casse-toi! La main dans le sac. Doucement, doucement, arrête! Nous nous sommes plongés dans les comptes d'un des deux géants du luxe. Nous vous révélerons comment, pendant des années, il a concentré la majorité de ses bénéfices en Suisse. Ce qui lui aurait permis de payer le moins d'impôts possible. En fait, il n'y a jamais eu de considération de type éthique. Il était clair pour tout le monde qu'on s'approchait dangereusement de l'évasion fiscale. C'est ce genre de pratique qu'il faut désormais traquer et proscrire. Gucci, propriété du groupe Kering, est soupçonné d'une des plus grosses évasions fiscales jamais révélées en Europe. Allez-vous accepter notre proposition d'interview pour répondre calmement à toutes nos questions? Franchement, poursuivre votre assemblée, que nous répondions aux questions qui sont en rapport avec l'objet de cette assemblée. Enfin, on a remonté la filière de la marque italienne Max Mara jusqu'en Chine. Et ce qu'on a découvert à l'arrivée a de quoi vous faire froid dans le dos. Bien loin de la belle image sur papier glacé, bienvenue dans un univers plutôt glaçant. On a commencé l'enquête au bout de la rue. Après tout, en France, on a Paris. Et à Paris, on a la Fashion Week. Mais si, vous savez, la semaine de la mode. Défilé de stars. Et défilé d'un peu moins star. La Fashion Week, c'est l'occasion de voir une dame avec une cape blanche qui prend le trottoir pour un podium. Et une autre dame avec des cheveux roses qui nous filme pendant qu'on la filme. Ou encore ce monsieur qui adore la mode. Et visiblement le hockey sur glace des années 80. Évidemment, avec Élise, on a bien envie d'assister à un défilé. Chanel, ça nous changera des assemblées d'actionnaires, non? Bonjour. On tente de passer par l'entrée presse.
Je suis Élise Lucet, France 2, Cache Investigation. Je voulais savoir si on pouvait aller au défilé. Ah, ça peut pas être possible, malheureusement. Et pourquoi donc? Ah, ça, je peux pas vous le dire. Vous pouvez pas me le dire. Mais vous n'êtes pas équipe Chanel. Non. Vous êtes équipe sécurité. Accueil. Accueil. Accueil, mais mitigé. Ah, vous trouvez aussi? Bah oui. Vous trouvez que c'est incroyable qu'on ne nous laisse pas rentrer? Oui, insensé. Ce qu'il nous aurait fallu pour rentrer, Je peux me permettre? c'est ce Graal. Ah oui, alors là, voilà, c'est ce que nous, on n'a jamais. Oui. Absolument. C'est très, très... Vous êtes frustrés? tout ça. Pas de panique. Des défilés, on va vous en montrer plein. Du Dior, ambiance non. Du Gucci, ambiance rage dedans, chic et paillettes. Du Vuitton, ambiance joie de vivre. Mais ce qui nous a sauté aux yeux, ce ne sont pas vraiment les vêtements. Vous avez remarqué qui se pavane au bras des mannequins? Des sacs à main. De toutes les formes, à tous les prix, entre 1 200 € et l'infini. C'est un peu comme si les accessoires avaient pris le pouvoir. Vous trouvez qu'on exagère? Alors arrêtons de causer chiffon, parlons chiffres. Prenez les marques détenues par des groupes français et additionnez les chiffres d'affaires de la maroquinerie et de la chaussure. Bref, de ce qui est majoritairement fait de cuir. Voici ce que ça donne. Pour Gucci, 74% du chiffre d'affaires total de la marque. Pour Saint-Laurent, 72%. Pour Hermès, 60%. Voilà. Vous l'avez compris, dans le monde du luxe, pas de profit record sans le cuir. Mais d'où vient-il, ce cuir si luxueux? Vous savez d'où vient le cuir qui a permis de fabriquer ce sac? Non. Mais je pense de France ou de pas très loin, je pense. De France ou de pas très loin, d'accord. Est-ce que vous savez d'où provient le cuir qui a permis de fabriquer ce sac à main? Pas du tout. C'est une information qui est très peu communiquée, j'ai l'impression, non? Est-ce que vous avez cette impression? Il faudrait se renseigner. Moi, j'ai jamais osé poser la question, donc je pourrais même pas vous dire. A priori, une marque de luxe, c'est une garantie. A priori. Oui, voilà. Mais a priori seulement, vous vous dites. Bah après, il faut faire enquête. D'accord. Et vous faites les enquêtes. Eh ben, elle a raison, la dame. Il n'y a plus qu'à faire l'enquête. Premier indice, auprès d'une fashionista. Est-ce que vous savez, vous qui travaillez chez Chanel, d'où provient le cuir qui permet de fabriquer vos sacs? Alors, nos sacs sont faits en Italie. Oui. Voilà, donc tout est confectionné en Italie avec un cuir d'Italie. L'Italie. Voici un début de réponse. On commence à appeler les tanneries, une par une. Ça prend du temps. Il y en a 700. Et on pose toujours la même question. Je voulais savoir, pour quelle marque est-ce que votre tannerie travaille? Honnêtement, c'est un secret. On ne peut pas vous dire qui sont nos clients. Qui sont à ce qu'on donne leur nom. Mais un bon quart des entreprises finit par jouer le jeu. 700 appels plus tard, se dessine la carte des fournisseurs du secteur du luxe. Et nous travaillons avec Céline, Scott, Vuitton, Hermès, Christian Louboutin, Berluti, Louis Vuitton. Chez Gucci, chez Prada, Givenchy. Au fil des coups de fil, une surprise. Toutes ces tanneries et leurs sous-traitants sont situés dans un mouchoir de poche en Toscane, grand comme la ville de Saint-Malo. Des tanneries qui travaillent un cuir de luxe en Toscane, ça doit être beau. Ça mérite un joli voyage. Ah, les vignobles. Florence, le mythique fleuve de l'Arno. Eh bien, oubliez tout ça. Longez encore l'Arno jusqu'à ce que le fleuve devienne boueux. Sur ces berges grises s'étend le district du cuir.
C'est la Toscane coincée le long de la nationale, entre Florence et Pise. Et pour savoir quelle sortie prendre, c'est un peu au pif. Plus précisément, à l'odeur d'œufs pourris qui embaume tout le secteur. Bienvenue à Santa Croce sul Arno. Un univers nettement moins glamour que les podiums des marques de luxe. Un univers où il est difficile d'approcher ceux qui y travaillent. Apparemment, un monde plutôt secret. Voilà les tanneries de la maroquinerie du luxe. Elles génèrent plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires chaque année et emploient 7500 salariés. Un petit bout d'Italie richissime. Une tannerie a accepté de nous ouvrir ses portes. C'est l'une des plus importantes de la région, la tannerie Zabri. Carlo est le bras droit du patron. Il nous sert de guide. Et il commence par les joyaux de la couronne, le showroom. Les produits finis du district du cuir. De la peau tannée, imprimée, pressée, vendue au mètre carré. Elle servira ensuite aux ateliers de confection et aux fabricants des grandes marques qui en feront des sacs, des ceintures, des chaussures. Parmi les grands groupes, les grandes marques qui font un peu rêver, vous travaillez pour qui? Les marques américaines, françaises, italiennes. On travaille ou on a travaillé avec, allez, j'ose le dire, presque toutes les grandes maisons internationales. Kenzo, Tod's, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, le groupe Louis Vuitton, Chloé, Isabelle Marant. Ah, il est fier, Carlo. Des clients prestigieux, une tannerie toute propre, des salariés heureux et du matériel dernier cri. Franchement, après une journée chez Zabri, on était conquis. C'est génial. Sauf que chez Zabri, ils ne font que les dernières étapes de la tannerie, les plus propres. En amont, il y en a eu des dizaines, bien plus ingrates, réalisées par toute une chaîne de sous-traitants. Pour vous mettre au parfum, on vous a concocté un petit tuto tannerie. Au début, un sac à main, ça ressemble à ça. Ensuite, il faut enlever la peau de la vache. Quand on a plein de peau de vache, il faut mettre des kilos de gros sel, sinon la peau de vache, elle pourrit. Puis les peaux sont envoyées dans les tanneries pour un long voyage en une quarantaine d'étapes. Il y a l'étape où elles sont mises dans une sorte de bétonnière avec de l'hydrogénosulfure pour retirer tous les poils. C'est ça, cette délicieuse odeur d'œuf pourri. Ensuite, direction ces grands tambours pour être imbibés de sel de chrome afin de stopper le processus de putréfaction. Et puis elles sont séchées. À nouveau trempées pour les ramollir, resséchées, retrempées pour les teindre, resséchées. Bon, on vous épargne une trentaine d'autres phases peu ragoûtantes et assez pénibles. Merci, tuto tannerie. Maintenant que vous avez compris qu'il y a plein d'étapes et donc plein de sous-traitants, retournons chez Zabri. Souvenez-vous, la tannerie affirme travailler notamment pour le groupe LVMH et sa marque Kenzo. LVMH, le numéro 1 mondial du luxe, a un code de conduite qui ne rigole pas. Interdiction du travail illégal et non déclaré. Interdiction des heures supplémentaires excessives. Obligation de fournir aux travailleurs un environnement sain afin d'éviter les accidents. Des codes de conduite comme celui-ci, tous les géants du luxe en ont un. Ils sont censés s'appliquer à leurs fournisseurs et aux sous-traitants de leurs fournisseurs. Comment vous faites pour contrôler absolument tout? Par exemple, la peau qui vient de chez vous, vos sous-traitants,
C'est impossible. Comment vous faites pour vous assurer que de A à Z, tout est parfait? Eh bien, mes clients me donnent un cahier des charges et moi, je le fais signer à mon sous-traitant. En fait, j'oblige mon sous-traitant à respecter ces règles. Zabri, votre société, fait signer aussi aux sous-traitants des engagements en fait, pour que les sous-traitants fassent tout correctement en termes de droit du travail. Mais c'est normal. Normal, mais Carlo n'a pas voulu nous montrer ses chartes. Dommage. Il faut le croire sur parole. Apparemment, dans l'univers du luxe, tout serait sous contrôle. Et chaque maillon de la chaîne serait irréprochable. Poursuivons notre voyage dans ce monde enchanté. Bonne nouvelle. L'un des sous-traitants de Zabri accepte de nous ouvrir ses portes. Thermoplaque. Ah, voici le patron. Alfonso Guerra. Vous êtes déjà en train de filmer? La spécialité de Thermoplaque, le séchage des peaux. De grandes tanneries comme Zabri, qui travaillent pour le luxe, envoient ici leur cuir. Chacune des peaux pèse entre 15 et 30 kilos. Chaque jour, les ouvriers en portent des centaines. Ici, la plupart sont sénégalais. Il faut dire qu'Alfonso, il les aime bien, les Sénégalais. Ce sont eux qui ont le plus faim. Les Sénégalais ont un caractère qui est compatible avec le nôtre. Leur religion est tranquille. Ils veulent travailler. Ils ne boivent pas. Ils ne fument pas. Ils travaillent. Le seul souci qu'on a avec eux, c'est pendant le ramadan. Parce qu'ils restent un mois sans manger. Alors parfois, ils sont un peu... Eh oui. Eh oui, c'est ça le problème avec les Sénégalais. C'est le ramadan. Rien à voir avec le fait qu'ils travaillent parfois dans un bâtiment où il fait 45 degrés. Alfonso Guerra n'est pas le seul à faire travailler des ouvriers sénégalais. Pour s'en rendre compte, il suffit de venir aux petites heures du jour dans le quartier du cuir. Des centaines de Sénégalais, petites mains du luxe et ouvriers très précaires. C'est ce que nous allons découvrir au travers de documents qu'on nous a transmis dans cette mallette. Des données confidentielles sur les conditions de travail dans les tanneries. D'abord, l'intérim. Voici des centaines de déclarations de travail temporaire signées par les entreprises. De l'intérim parfois très longue durée. Des contrats de 208 jours, 215 jours et jusqu'à 366 jours. D'après les syndicats, 36% des travailleurs sont intérimaires. C'est 6 fois plus que dans les tanneries françaises. Et ce n'est pas tout. Un document interne à la médecine du travail répertorie les accidents professionnels par nationalité. Selon nos calculs, les étrangers sont 2 fois plus touchés que les Italiens. Ça ne fait pas très luxe, tout ça. À la médecine du travail, le docteur Yaya a la charge du secteur des tanneries. Depuis 15 ans, elle se bat pour la santé des salariés. D'après elle, il y a un lien direct entre précarité et accident du travail. Ces travailleurs sont embauchés pour une semaine, un jour, une heure. Le travailleur étranger qui aujourd'hui entre dans les tanneries avec un contrat aussi précaire n'a pas la possibilité de se faire une expérience personnelle. Ces ouvriers sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes d'accidents du travail. Et chez Thermoplaque, comment ça se passe, question sécurité? Toute la journée, les ouvriers manipulent des pots imbibés de produits chimiques. Mais pas de problème,
Alfonso, en patron modèle, nous promet qu'il s'occupe de protéger leurs petites mains avec un équipement dernier cri. Qui achète les protections pour les ouvriers? Moi. Le patron en personne, grand seigneur. C'est pas qu'on n'ait pas confiance en lui, mais on a besoin d'un autre son de cloche. Je te laisse filmer, je vais faire des plans tout au fond. Alors, sous prétexte d'aller au fond de l'usine, on en profite pour poser quelques questions à l'un des ouvriers avec notre caméra cachée. Ça fait longtemps que vous travaillez là? Ouais, bon, je travaille jusqu'à 1 mois. 1 mois? Ouais, 1 mois. D'accord. Et qui c'est qui vous a donné les équipements de protection? Ah, c'est vous qui les avez achetés? On vous en donne pas ici? D'accord. Vous travaillez combien d'heures par jour? 13 heures par jour. Ne le dérangez pas, il travaille. Et puis le fils du patron intervient. Laissez-le travailler. Ah, pardon. En regardant les ouvriers travailler, on se dit que l'accident n'est jamais très loin. Mais heureusement, chaque machine dispose de son système de sécurité. C'est la loi qui l'impose. Vous n'avez jamais eu d'accident ici? Quelques petits incidents, c'est tout, hein. Mais plutôt par négligence. Un peu de fatigue, un matin, mais rien de grave. Donc jamais d'amputation? Non, non, non. Moi, je fais vraiment très attention à la sécurité. C'est marrant, mais Alfonso, on le croit de moins en moins, non? Après plusieurs jours à Santa Croce, nous avons gagné la confiance d'un homme. Nous le rencontrons un soir avec notre interprète italien. L'ouvrier a travaillé à Thermoplaque en 2014. Il affirme qu'Alfonso Guerra, le patron, retirait parfois la sécurité des machines pour augmenter les cadences. Il y a laissé 3 phalanges. Ce témoin accepte de nous parler à condition de rester anonyme. C'était la première fois que je travaille. Je l'ai pris, je l'ai mise. J'ai appuyé sur les pédales. Et la lame a bloqué. En première fois, ça a bloqué. Alors, j'ai retourné, j'ai remis la peau, j'ai pédalé et ça a pris. Comme ça. J'ai pris mes gants, alors on m'a enlevé tous les 3 phalanges des doigts. C'était dur. J'ai pleuré, les nuits, j'ai pleuré. Ouais. C'était dur. Le docteur me demande comment ça s'est passé. Et le responsable voulait mentir. Enfin, il a menti en disant que c'est autre chose. Et moi, j'ai dit non, c'est la machine. Il a dit quoi, le responsable, comme Il a dit qu'il est tombé... Il a tombé une planche sur mes doigts et ça a coupé les doigts. Drôle de méthode chez Thermoplaque. Et ça ne s'arrêterait pas là. Lorsque nous rencontrons Tchèque et Fodé, cela fait 2 mois à peine qu'ils ont quitté Thermoplaque. En guise de cadeau de départ, voici ce qu'ils affirment avoir reçu. Un tabassage en règle pour avoir réclamé leur paye. D'après eux, ce serait l'œuvre d'Alfonso Guerra et l'un de ses fils. On avait rendez-vous ici pour récupérer notre argent. Mais quand nous sommes arrivés, il y avait Alfonso et l'un de ses fils, avec d'autres personnes. Ils étaient 6 en tout. Ils avaient des barres de fer, des couteaux et tout. Ils nous ont agressés, et mon ami aussi. Ils m'ont frappé sur la tête avec une barre de fer. Selon Tchèque, les agresseurs le frappent jusqu'à ce qu'il tombe à terre, inconscient. Son ami Fodé, lui aussi, est blessé. La voiture m'a percuté ici, dans la jambe. Mais j'ai réussi à partir.
Je me suis enfui. Et comment va votre jambe? Elle me fait encore mal. Fodé et Tchèque ont porté plainte dès le lendemain. Mais à ce jour, Alfonso Guerra et son fils n'ont toujours pas été inquiétés. Les deux jeunes hommes disent ne pas avoir été déclarés et avoir dû travailler dans des conditions pénibles chez Thermoplaque. On était traités comme des animaux. On ne pouvait même pas aller aux toilettes. On ne pouvait rien faire. Si on voulait faire pipi, ils nous disaient de le faire derrière les machines, là où on travaillait. On commençait à 5 h du matin, jusqu'à midi, puis on reprenait à 13 h, jusqu'à 19 h. 13 heures par jour. Les Sénégalais qui travaillent pour lui, il ne les paie pas. Parfois, pendant 4 mois, il ne les paie pas. Depuis notre rencontre avec eux, Alfonso Guerra aurait de nouveau passé à tabac l'un de ses employés. Selon nos informations, il n'a toujours pas été poursuivi. Alors là, forcément, ça nous donne envie de retourner le voir, le patron de Thermoplaque. Cette fois-ci, bizarrement, nous sommes moins bien reçus. Bonjour Alfonso. Alfonso, c'est Zoé. Ça va? Oh, je t'ai dit de pas me filmer. Mais on s'était dit que... Non, c'est rien dit. Ok, va bene, va bene. Comment ça va les affaires? Très bien, très bien. Vous avez de l'activité en ce moment? Ouais. Nous avons la chance d'être présentés à toute la famille Guerra. D'abord, un premier fils. Éteignez ça, hein. Éteignez ça. Va bene, e chiuso. Puis, un autre. L'accueil est tellement chaleureux... Casse-toi, te mêle pas de mes affaires. Casse-toi. Qu'on en profite pour parler de Fodé et Tchèque. 2 personnes m'ont parlé du fait qu'elles avaient eu des problèmes avec vous. C'est vrai ou pas? Casse-toi. Mais c'est vrai. Casse-toi. Casse-toi tout de suite. Mais c'est vrai ou pas? S'il vous plaît. Per favore. È vero o non è vero? È vero o non è... Va te faire voir, dégage. Doucement, doucement, doucement. Doucement, arrête! Doucement! On rentre, on rentre! Veuillez nous excuser pour la violence de ce programme. Nous vous proposons un instant douceur pour vous remettre de ces émotions. Ça va mieux? Bon. Alors on va faire un petit point sur ce qu'on vient de voir. On a bien failli se faire tabasser par des patrons accusés par leurs employés de les avoir tabassés. Dans le monde feutré du luxe, on ne s'attendait pas vraiment à ça. Et puis, on se dit que forcément les inspecteurs du travail italiens ont dû s'emparer de l'affaire. Buongiorno. En fait, ils ne semblent pas visiter souvent les tanneries. Depuis l'arrivée de M. Spella, fin 2014, le nombre d'inspections dans le district du cuir a drastiquement chuté. 26 entreprises inspectées entre 2014 et 2017, donc j'ai fait le calcul, ça fait moins de 8 par an. Rien que pour l'année 2011, il y en avait eu 104. Comment vous expliquez une telle baisse des inspections? Moi, en 2011, je ne peux pas savoir les motivations précises. Mais clairement, les directives changent d'une année sur l'autre. Les cibles changent. Les effectifs d'inspecteurs changent. Nous avons eu d'autres urgences depuis 2011. D'autres urgences? Ah bon? Parce que dans notre tablette, on en avait une d'urgence à leur montrer. Ce cas, moi, je ne le connais pas. Vous connaissez pas ce cas? Non. Cette entreprise, elle est connue dans tout le secteur comme étant une entreprise particulièrement problématique et peu vertueuse avec ses employés. Le cas dont je vous parle, il a été l'objet de nombreux articles dans la presse locale. Est-ce qu'il est normal qu'avec tout ça, vos services ne soient pas intervenus dans cette entreprise pour se dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même là-bas? Je répète qu'en ce qui nous concerne, on n'a rien vu.
il y a eu vraiment plusieurs signaux d'alarme qui sont partis de ces gens. Ils ont déposé plainte. Je trouve très surprenant que vous, inspection du travail, vous n'ayez pas cherché à savoir ce qu'il se passait dans cette entreprise. En cas de problème, nous avons un inspecteur de permanence ici. Donc ça veut dire que là, après aujourd'hui, vous n'allez rien déclencher. Sauf si l'un de ces deux jeunes qui s'est fait frapper ne fait pas 50 km pour venir vous voir et vous alerter. Moi, je suis convaincu que la façon dont ce bureau agit, même s'il peut toujours s'améliorer, est tout de même suffisante. Et même plus que suffisante. Alors, si tout va bien, désolé pour le dérangement. Ah, et avant de partir, une info. Si vous voulez vous plaindre de votre patron et que vous faites 50 km pour venir alerter les inspecteurs du travail, ne vous plantez pas dans les horaires. C'est du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et le lundi et le mercredi de 15h à 16h. Et du côté des donneurs d'ordre, y a-t-il des sanctions? Zabri, la tannerie modèle qui affirme travailler pour LVMH, a-t-elle connaissance des violences qu'aurait commises son sous-traitant? Parce que, souvenez-vous, Zabri et Thermoplaque travaillent main dans la main. Nous retrouvons Carlo pour l'interroger sur les comportements de son sous-traitant. Vous travaillez encore avec Thermoplaque? Non. C'est vrai que nous sommes en train d'échanger des choses avec les sous-traitants. Comme vous aviez dit que vous étiez garant de vos sous-traitants, que vous étiez responsable. Oui, nous sommes garants, on fait tout le possible, bien sûr. Mais aussi, il y a des choses, comment dire... Vous ne devez pas vous assurer que tout va bien? Non, mais oui, bien sûr, on doit contrôler que tout va bien. Mais bon, c'est un peu difficile de savoir si les employés ont été payés ou non. Et puis bon, ils peuvent toujours aller se plaindre à la police, aux inspecteurs du travail, aux institutions quand même. Arrivederci, grazie. Eh ben oui, c'est une bonne idée, ça. Au revoir. Se plaindre aux autorités. On a vu que ça fonctionnait bien. Et tout au bout de la chaîne, on en pense quoi de cette situation? À Paris, nous posons nos valises et nous décidons d'interroger le mastodonte du luxe, LVMH, pour qui Zabri affirme travailler. LVMH qui, souvenez-vous, a élaboré une belle charte pour ses sous-traitants. Ils n'ont pas répondu à nos questions par courriel. Bonjour, monsieur. Celui à qui on aimerait bien parler, c'est le responsable de la communication, Jean-Charles Tréant. Élise Lucet, France 2, cache investigation. J'aurais aimé parler avec monsieur Tréant. Non, on est journaliste, on fait une enquête, on a des questions à poser. Non, si vous n'avez pas rendez-vous, madame. Est-ce que vous pouvez appeler au moins le bureau de monsieur Tréant? Merci, c'est gentil. Oui, bonjour madame, à quelle montagne? J'ai France 2 qui est ici qui souhaiterait parler à monsieur Tréant. À la direction de la communication. Quelqu'un de la direction de la communication. Cache investigation. Cache investigation. Au téléphone, l'assistante de monsieur Tréant. Oui, allô? Ouais. Il risque de revenir qu'à 16h. Mais en tout état de cause, nous, on est tout à fait OK pour attendre si on est sûr, effectivement, de pouvoir le rencontrer. Merci infiniment. Je vous repasse la jeune femme du standard. Merci. Oui, allô? Entendu, merci. Elle me rappelle. OK, parfait. Voilà. On va patienter un peu ici, si ça vous embête pas. En attendant, on bouquine en s'armant de patience. Madame? Oui? Parfait, merci beaucoup, mademoiselle. Oui, allô? Oui. Ah oui, mais nous, ça ne nous va pas, ça, par écrit. Nous, en fait, ce qu'on voudrait, c'est rencontrer quelqu'un de la communication. Si monsieur Tréant ne peut pas, est-ce que quelqu'un peut descendre de la communication? Je comprends qu'il soit très occupé.
Mais un groupe comme le vôtre a quand même beaucoup de monde dans la communication. Ils sont tous au défilé Dior à l'hippodrome de Longchamp. Oh, la chance! Ils ont eu des invites. Merci, mademoiselle. Nous, en revanche, on est invités à éteindre nos caméras. La responsable du site. Ah, vous êtes la responsable du site, oui, super. Mais vous arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Oui, parce qu'on voulait parler à quelqu'un de la communication. Oui, mais vous arrêtez de filmer, c'est interdit de filmer ça à l'intérieur du site. D'accord, mais on voulait parler à quelqu'un de la communication et pardonnez-moi, mais comme on a en fait. Vous arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Oui. On est dans la sortir les caméras. On est dans la volonté. Non, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de caméra, s'il vous plaît. C'est tout. Au travail, s'il vous plaît. Vous êtes chez nous? Ouais, non, monsieur. Vous êtes chez nous, elle vous parle. Depuis tout à l'heure, pas de caméra, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Ouais, je suis calme, monsieur. Moi, je fais mon travail, s'il vous plaît. Le responsable de la sécurité intervient. Je demande juste de ne pas filmer discrètement. Je sais que vous le faites, mais s'il vous plaît. Okay. Non, je comprends que c'est votre métier, mais c'est pas la peine. Merci. Donc, je reprends la conversation. Nous menons, pour Cache Investigation, depuis des mois, une enquête sur le luxe, en règle générale. Notre enquête nous a amenés à tourner dans des tanneries dans le district de Santa Croce, en Italie. Et il se trouve qu'on a tourné chez un sous-traitant, l'un de vos sous-traitants, LVMH, qui travaille notamment pour Kenzo et pour Marc Jacobs, donc deux de vos marques. Et on y a découvert des conditions de travail qui sont absolument horribles, c'est-à-dire du travail au noir, des heures supplémentaires non payées, non déclarées, des accidents du travail où des gens se font couper les doigts dans des machines. Donc on vient vers vous dans la volonté du contradictoire et de vous offrir la possibilité de répondre à nos questions. D'accord. Et vous avez pris rendez-vous avec quelqu'un? Mais on a tenté, mais franchement, on essaie par tous les moyens de vous offrir la parole, que vous puissiez, vous, par rapport à un problème grave, et j'imagine par rapport à l'image de votre marque, grave, vous exprimer. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est juste d'attendre. Donc vous voulez qu'on attende là, en gros, s'il vous plaît, dans l'entresol. Voilà. OK. Enfin, c'est pas l'entresol, c'est le rez-de-chaussée. Oh, comme vous voulez. Voilà. On va pas se batailler là-dessus. Bah si, hein, entre-sol, rez-de-chaussée, c'est pas pareil. Hein. On en apprend des trucs chez LVMH. Alors 5 minutes plus tard, notre interlocuteur revient avec une nouvelle version de l'agenda du directeur de la communication. J'ai eu Jean-Charles Ferrand, mais il ne rentre pas cet après-midi. Il n'est pas prévu, il a un rendez-vous à l'extérieur. Maintenant, il est ici, son rendez-vous. Pardon? Non, la première... Je viens de l'avoir au téléphone, il ne rentre pas. Son assistante nous a dit le contraire, en fait. Son assistante nous a dit qu'il avait une réunion ici à 16h30. Et avant... Moi, je viens de l'avoir au téléphone, il m'a dit qu'il ne rentrait pas cet après-midi. Ouais. Voilà. Bon. Okay. Donc, vous nous demandez de sortir, en fait? Bah, s'il vous plaît, oui, effectivement. Vous voulez pas qu'on l'attende ici? Parce que nous, on est persuadés qu'il va venir. Mais je peux vous garantir qu'il ne viendra pas. Bon, il me l'a certifié, il ne sera pas. Ouais. Peut-être parce qu'il sait qu'on est là, d'ailleurs. Bon, en tout cas, merci, monsieur. Et puis, bah, peut-être à bientôt, du coup. On reviendra. Je vous en prie. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci. Quelques minutes après notre visite, nous recevons une réponse de la communication du groupe. Un courriel qui précise ceci. Concernant Kenzo, nous ne voyons pas d'autres traces dans les livres que de minuscules montants correspondant à des demandes de pots à Zabri. Pourtant, lorsque nous rappelons la tannerie Zabri, elle maintient que la collaboration est bien plus importante. C'est certain que notre matériel sert à fabriquer des produits Kenzo. Récemment, nous avons fait 5, 6, 7 expéditions par an pour Kenzo directement. C'est une relation plutôt continue dans le temps. Et qui dure encore aujourd'hui? Oui, oui. Ces problèmes dans les tanneries italiennes, la précarité, les accidents du travail, sont connus depuis 3 ans au moins. Depuis qu'un homme les a révélés. Il vit dans la campagne toscane, à 1 heure de route de Santa Croce. Président d'une ONG italienne, Francesco Gesualdi défend les conditions de travail des salariés les plus pauvres. Il a dirigé un rapport. Son titre, A Tough Story of Leather. En français, une pénible histoire du cuir. Ce rapport a été commandé et financé par la Commission européenne. Sa publication va déclencher les foudres des industriels du cuir. Ils ont commencé à dire que
tout ce qu'on avait écrit, c'était pas vrai, que c'était faux, qu'il y avait je ne sais pas combien d'erreurs. Enfin, ils allaient dénigrer le rapport, qui disait on voit bien qu'il a été fait par des gens incompétents, qui ne connaissent pas le secteur et qui ont dit beaucoup de stupidité, on dit comme ça. Voilà. Les industriels demandent à la Commission européenne de convoquer les auteurs du rapport. Au printemps 2016, 2 réunions sont organisées à Bruxelles. À la manœuvre, un homme, Gustavo González, le représentant de Cotense, le lobby européen du cuir. Il y avait surtout le type de Cotense qui parlait pour l'association de tanneurs. Et il disait qu'il faut que le rapport sorte définitivement de circulation. Et le rôle de la Commission européenne là-dedans? Et voilà, le rôle étrange de la Commission européenne, c'était pas de dire OK, allons voir qui a raison entre les données. Non, mais ils ont pris la défense des tanneurs. Francesco aurait été, comment on dit déjà, lâché par la Commission européenne. Bruxelles, commanditaire d'un rapport qu'il finirait par ne plus assumer, un lobby du cuir qui ferait plier la Commission européenne, l'histoire vaut bien un déplacement en Belgique. Malgré de nombreux échanges de courriels, le secrétaire général de Cotense, Gustavo González, a refusé de nous rencontrer. Alors nous lui rendons une petite visite surprise. Élise va découvrir toute la puissance d'un lobby européen. Bonjour. Vous êtes Monsieur González? Oui. Je suis Élise Lucet, France 2, Cache Investigation. Je voulais vous poser des questions parce qu'on était en tournage à Soundtrack Crochet. Oui, attention, monsieur. Doucement, doucement. Non, doucement, monsieur. Non, pas de violence. On n'est pas violent, monsieur. Aucune violence, monsieur, s'il vous plaît. On n'est pas violent. Je ne suis pas violent. Non, mais parce que vous avez failli faire tomber mon caméraman. C'est pour ça que je dis ça. Non, vous avez failli me faire tomber à moi. Non, pas du tout. Mais on revient de Santa Croce en Italie. On était en tournage. Et on a constaté du travail au noir, des heures supplémentaires en pagaille, des accidents du travail qui n'étaient pas déclarés. Vous connaissez ce rapport, j'imagine. Vous l'avez eu entre les mains. A Tough Story of Leather. Il a été publié en 2016 et il pointe les mauvaises pratiques de certaines tanneries dans le secteur de Santa Croce. Il y est écrit que les travailleurs immigrés sont 2 fois plus victimes d'accidents du travail que les travailleurs italiens. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pardon? Vous voulez que je répète ma question? Oui. D'accord. Donc, dans ce rapport qui est ici, A Tough Story of Leather, il est écrit que les travailleurs immigrés sont 2 fois plus victimes d'accidents du travail que les travailleurs italiens. Donc, est-ce que vous trouvez cette situation normale? Vous pouvez répéter la question? Je vais la répéter autant que vous voulez. Donc, ce rapport de 2016 qui pointe les mauvaises pratiques de certaines tanneries dans le secteur de Santa Croce, il y est écrit, et je peux vous montrer les chiffres, que les travailleurs immigrés sont 2 fois plus victimes d'accidents du travail que les travailleurs italiens. Travailleurs immigrés, 2 fois plus d'accidents du travail que les travailleurs italiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous pouvez répéter la question? Vous voulez pas me répondre ou... Non, c'est que, tout d'abord, ce Tough Story About Leather a été dénoncé parce qu'il comportait des informations qui étaient des fake news. Oui, mais alors là, c'est pas des fake news parce que ça s'appuie sur les chiffres de la médecine du travail et sur une période de 5 ans. Ou alors vous sur la médecine du travail? Oui, et pendant 5 ans. Sur une période de 5 ans? Oui. Non, ça, je peux vous assurer que c'est pas le cas. Si, c'est le cas, monsieur. Pardonnez-moi, monsieur González. Mais sur ces chiffres-là... Si vous vous basez sur quelque chose qui a été démenti, désautorisé, parce qu'il comportait des fake news... Alors, désautorisé, d'après, comme vous dites, mais d'après nos informations, c'est pas ça. C'est vous qui auriez tenté de faire étouffer ce rapport, en fait. Comment? Oui, c'est vous qui aurait tenté de faire étouffer. Oui, non, c'est ce que nous ont dit les ONG.
la vérité sur les mensonges qui ont été présentés dans Donc ce pour vous, rapport. est-ce que cette affirmation est un mensonge? C'est-à-dire quand on dit que sur une période de 5 ans, avec les chiffres de la médecine du travail, il y a 2 fois plus d'accidents pour les travailleurs immigrés que pour les travailleurs italiens, est-ce que vous démentez ces chiffres? Je ne crois pas que c'est correct. Mais vous ne croyez pas ou... Parce que non, parce que ce ne sont pas les chiffres de la médecine du travail. Là, vous contestez, vous, ces chiffres, mais est-ce que c'est vous, oui ou non, qui avez saisi la commission pour que ce rapport soit retiré d'Internet? Oui, parce qu'il est mensonger. Est-ce qu'il est mensonger sur le fait qu'il y a 2 fois plus d'accidents du travail sur les travailleurs immigrés que sur les travailleurs italiens? Ça, c'est à vérifier. Vous ne savez pas? Non, vous êtes en train de faire ici des élaborations sur des chiffres. Alors, il faut que je vérifie. Alors, il est mensonger sur quoi? Dites-moi sur quoi il est mensonger. Madame, c'est toute une liste de points qui ont été présentés à la commission. Je ne me rappelle plus tous les points individuels qui ont été faits pour démontrer que c'est un rapport mensonger. Il y en a au moins 1 ou 2 que vous avez en tête, non? Des points mensongers. Madame, je deviens vieux. Vous n'avez pas l'air. Est-ce qu'on pourrait faire une interview tranquillement, posée, plutôt que dans l'embrasure de cette porte? Est-ce qu'on peut vous rencontrer tranquillement et peut-être développer cette conversation? C'est votre téléphone qui me répond. Il dit oui. Bah écoutez, merci beaucoup, Monsieur Gonzalez. Moi, quand vous voulez une interview au calme, tranquillement, posée dans un bureau, c'est quand vous voulez. Bonne journée. À ce stade, vous vous dites peut-être, nos grandes entreprises du luxe, elles ne sont pas forcément vertueuses, mais c'est quand même bien pour notre économie. Ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Alors, regardez la suite. Les vacances de Noël venaient de se terminer. Il fallait reprendre le boulot et, comme d'habitude, ouvrir le courrier de la nouvelle année. Ici, les messages de vœux que l'on reçoit, en général, c'est plutôt ça. Je sais qui a tué Kennedy, mais je ne vous dirai rien. Ou ça. J'ai des documents qui prouvent que la Terre est plate. Rendez-vous dans un parking. Mais cette fois, on a une carte de nos confrères de Mediapart. Bonjour, vous aussi vous avez reçu le même mail que nous? Tiens, intriguant. En effet, le 1er janvier, nous avons reçu un mail anonyme. Et à l'intérieur, tous les mots qui font tilt à cash. Évasion fiscale, 1 300 000 €, société boîte postale luxembourgeoise, et une entreprise accusée de tous ces méfaits, le groupe Kering. Kering. Kesako Kering. Ça ne vous dit rien? Alors voici une petite présentation du groupe Made by Kering. Au début, le groupe s'appelle PPR. Fondé il y a plus de 50 ans par le monsieur de droite, François Pinault, qui a transmis les rênes de l'entreprise à son fils, François-Henri, le monsieur à gauche. De François à François-Henri, le groupe opère une mutation radicale. Du temps de papa, c'était la distribution. Conforama, la Fnac, le Printemps, la Redoute. Dans les années 2000, avec le fiston, finit la distribution. Place au luxe et à ses bénéfices colossaux. Le groupe triple sa marge en quelques années. Il change de nom et rachète un gros paquet de grandes marques. Boucheron, Stella McCartney, Balenciaga, Saint-Laurent et la pépite Gucci. Leur mot d'ordre, dignité, intégrité et responsabilité. Eh ben dis donc, un sacré programme. De l'imagination, Kering en aurait aussi pour alléger ses impôts. C'est ce que révèle ce courriel, signé Corrupted Fashion. En français, la mode corrompue. Il nous faut absolument rencontrer ce mystérieux expéditeur. Mais pour cela,
il faut se plier à ces règles du jeu. L'entretien a lieu quelque part en Europe. On ne vous révélera pas l'identité de notre interlocuteur. Mais sachez que cet ancien haut responsable a été au cœur des montages fiscaux élaborés par Kering. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, bien, merci. Nous l'appellerons Alfred. De lui, vous ne verrez que sa silhouette, vous n'entendrez pas sa voix, mais c'est son témoignage, mot pour mot. C'est la première fois qu'il s'exprime devant une caméra. Ce qu'il va raconter, c'est un système que le groupe Kering aurait mis en place pour payer le moins d'impôts possible. En fait, il n'y a jamais eu de considération de type éthique. Ce qui a fait l'objet du débat, c'était le risque. Le risque qu'effectivement, le système fasse l'objet d'un contrôle fiscal par les autorités et que ça ait un impact financier et médiatique. Que ça porte atteinte à la réputation du groupe. Mais il n'y a jamais eu de considération éthique. Il était clair pour tout le monde qu'on s'approchait dangereusement de l'évasion fiscale. Ce système, qui selon Alfred s'approchait dangereusement de l'évasion fiscale, nous allons tenter de vous l'expliquer façon haute couture. Parce qu'évidemment, au premier abord, c'est un peu compliqué. Le groupe Kering, vous le savez maintenant, possède certaines des plus grandes marques de luxe. Les françaises Saint Laurent et Balenciaga, l'anglaise Alexander McQueen et les italiennes Gucci et Bottega Veneta. Chacune de ces maisons crée des produits, les fait fabriquer, mais officiellement ça s'arrête là. Le reste, c'est la société LGI qui s'en occupe. LGI pour Luxury Goods International, soit biens de luxe internationaux. Et LGI est installé en Suisse. Au registre du commerce, un document décrit le travail de cette filiale de Kering. Commerce, gestion de la production, importation, logistique et exportation. Sur le papier, enfin sur le tissu, ça fait un paquet d'activités. Mais selon Alfred, la réalité est bien différente. Dans les statuts de la société LGI, il est écrit que les fonctions de LGI sont définies comme le commerce, la gestion de la production, l'importation, l'exportation, la logistique internationale des produits de toutes sortes, lesquels sont réellement effectués par LGI en Suisse. La logistique, l'importation et l'exportation, et c'est tout. C'est pas un lieu de prise de décision. Non. C'est pas un lieu de négociation. Non. C'est pas un lieu d'activité commerciale pure. Non. En fait, il y a un décalage très important entre la situation présentée sur le papier et ce qui se passe vraiment dans la réalité. L'intérêt de ce montage, c'est de concentrer les profits en Suisse. À entendre Alfred, LGI ne serait donc pas la super boîte décrite par Kering. Pourtant, quand on se penche sur les comptes de LGI, voici ce que nous découvrons. Les profits nets après impôts s'élèvent à près de 900 millions d'euros. Pas mal, non? On a fait le calcul. LGI en Suisse, c'est 70% des profits de tout le groupe Kering. À quoi ressemble cette filiale hyper profitable? Pour éclaircir le mystère, on a pris la route pour les Alpes. C'est joli, non? C'est ici, en Suisse, près de Lugano, dans le canton du Tessin, que se niche LGI, la filiale à 900 millions d'euros. À première vue, c'est grand, très grand. Mais que font-ils à l'intérieur? Nous n'avons pas pu y entrer. Mais heureusement, il y a la pause clope, l'idéal pour se faire de nouveaux copains. Bonjour, je suis journaliste française et je me demandais, qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment? Ah, de la logistique. Mais d'où viennent tous ces camions? De Florence, d'accord. Et c'est vrai qu'en y regardant de plus près, des camions, on n'a vu que ça. Un vrai balai. Des camions qui sortent, des camions qui entrent, des camions de toutes les tailles, des grands, des petits. Et ils semblent en effet tous venir de Florence, en Italie. De la logistique, donc.
C'est ce que confirment ces images sur lesquelles nous avons mis la main. Elles ont été tournées par la télévision suisse lors de l'inauguration du site. Des montagnes de carton, apparemment juste un entrepôt. Alors comment un grand hangar peut-il générer à lui seul 900 millions d'euros de bénéfices? En fait, la plupart des marques du groupe Kering concentrent leurs profits en Suisse. Explication. Imaginez, vous êtes le patron d'un magasin qui vend des articles de la marque française Balenciaga. Nouvelle saison, nouvelle collection, vous allez faire votre shopping pour remplir votre boutique. Cette petite séance d'achat se fait dans un showroom Balenciaga, comme celui de Paris. Là, vous faites vos emplettes, une vingtaine de sacs à main, une cinquantaine de paires de chaussures, des manteaux, etc. Pour une facture totale, par exemple, de 200 000 euros. Mais cette facture, vous n'allez pas la régler à Balenciaga à Paris, vous allez la payer à LGI en Suisse. LGI fait ensuite partir cette commande aux ateliers de Balenciaga, en l'occurrence près de Florence, en Italie, qui va alors lancer la conception des articles dont vous avez besoin. Une fois fabriqués, ils sont chargés dans un camion, direction la Suisse, chez LGI. Et là, les articles sont déballés, puis remballés. Ils deviennent suisses et reprennent la route. C'est ainsi que vous les recevrez dans votre magasin, à Paris. Grâce à ce système, LGI encaisse les factures pour presque toutes les sociétés du groupe Kering. Nous avons retrouvé un autre témoin clé du fonctionnement de LGI. Lui aussi préfère garder l'anonymat. Cet ancien cadre a travaillé pour Balenciaga. Il se souvient de la lourdeur du système LGI. Toutes les expéditions, tous les colis devaient transiter par la Suisse. C'était une perte de temps conséquente. Il fallait un jour pour recevoir la marchandise, il fallait la dédouaner, la reconditionner, la refacturer, la passer par la douane pour l'export, puis elle partait. C'était un long processus pour des produits saisonniers qui ont une vie courte. Donc en fait, ce système d'optimisation fiscale primait presque sur le fonctionnement réel de la marque. Certainement, oui. Du coup, quand on songe à cette organisation, on a ça en tête. L'idée, c'était d'illustrer une usine à gaz, hein, mais c'est pas top, ça marche pas en fait. Pourquoi Kering aurait-il mis sur pied cette organisation complexe entre la France, l'Italie et la Suisse? Peut-être pour profiter de l'une des spécialités du canton du Tessin, la fiscalité très attractive offerte aux multinationales. Federico Franchini est journaliste. Il y a 2 ans, pour l'ONG Public Eye, il a enquêté sur les pratiques fiscales de la région. Si des sociétés veulent s'installer dans un canton, en ce cas le Tessin, ils vont sûrement discuter avec les autorités fiscales du canton pour voir comment finalement imposer la société. Et ça, c'est une discussion qu'on appelle le ruling fiscal, qui aboutit à un taux d'imposition. Il n'y a aucune transparence là-dessus, on ne sait pas à quel taux les principales sociétés du canton sont imposées. C'était un peu une sorte de secret d'État, la fiscalité des multinationales et la fiscalité des Kering, surtout au Tessin. Donc on n'a jamais eu de chiffres officiels. Pas de chiffre officiel, mais une estimation. Selon Federico Franchini, le taux d'imposition dont LGI a bénéficié dans le canton du Tessin serait très avantageux, entre 5 et 13%. Comparé avec d'autres législations fiscales, si on peut dire comme ça, et on voit à Paris, par exemple, qu'il y a le 33% d'imposition, Milan le 25%, donc on peut dire environ le 30% pour les 2 capitales de la mode européenne. On voit clairement le clivage entre l'imposition ici et l'imposition milanaise et parisienne. 2 ans après l'enquête de Public Eye, grâce aux nouvelles informations que nous avons obtenues, nous pouvons affiner cette estimation. Le Tessin aurait accepté de ne taxer LGI qu'à hauteur de 8%.
À ce stade, il y a donc une filiale du groupe qui concentre 70% des bénéfices et qui n'est imposée qu'à 8%. Une sacrée économie d'impôts pour le groupe Kering. Mais quel est le manque à gagner de cet accord fiscal pour la France ou pour l'Italie? Avec Yann Philippin, notre confrère de Mediapart, nous nous sommes plongés dans les comptes du groupe. Il a passé des journées à additionner année après année les profits logés en Suisse au sein de LGI. Et voici le résultat. On arrive à un chiffre colossal, parce que là, on est depuis 2002, donc on est sur 15 ans. Il y a eu plus de 8 milliards d'euros de profits qui ont été logés artificiellement par Kering en Suisse. Et ensuite, on a exactement le même raisonnement, c'est-à-dire quelle part revient aux autres pays que la Suisse, parce que là, on en a plusieurs. On a la France, on a l'Italie, on a le Royaume-Uni, on a peut-être même les États-Unis, parce que Kering est un groupe mondial, et ces pays, c'est les principaux pays où il est présent. Gucci, c'est avant tout italien, Yves Saint Laurent, c'est avant tout français. Donc là, il y a plusieurs pays qui sont lésés. Et on va calculer les profits que Kering aurait dû payer dans ces différents pays où il a ses principales implantations. Et on arrive donc, depuis 2002, sur 15 ans, à ce chiffre énorme de 2,7 milliards d'euros que nous avons choisi d'arrondir à 2,5 milliards par prudence, étant donné qu'il s'agit d'une estimation. C'est la plus grosse affaire d'évasion fiscale présumée jamais mise au jour pour une entreprise française. Donc c'est complètement inédit par son montant. Et la deuxième chose, c'est que c'est de l'argent qui va vraiment manquer, qui a vraiment manqué aux États, parce qu'avec ça, on aurait pu par exemple construire 50 hôpitaux. 2,5 milliards d'euros. Et d'après ces calculs, le fisc français aurait dû percevoir 180 millions d'euros, rien que pour la marque Saint-Laurent. Yves Saint Laurent, c'est une marque emblématique du luxe à la française. Et donc de savoir que ces fleurons du luxe, qui sont connus dans le monde entier, ne payent pas leurs impôts dans leur pays d'origine, là où est leur savoir-faire, là où est leur gloire, voilà. Yves Saint Laurent, c'est Paris. Bon, ben non. En matière d'argent, Yves Saint Laurent, c'est Lugano. C'est la Suisse. C'est la Suisse. Dans le groupe Kering, il y a une devise. On n'est jamais trop prudent. Tenez, c'est François-Henri qui en parle lui-même. Our new name comes with a new emblem, the owl. The owl is a sign of wisdom. Being a discreet and protective animal. Protéger et être discret. C'est vrai qu'une filiale qui génère autant d'argent, ça risque d'attirer l'attention. À la fin des années 2000, à Paris, la direction commence à s'inquiéter. D'après Alfred, l'ancien haut responsable de Kering, le problème était même directement géré par les deux hommes forts du groupe, François-Henri Pinault et son numéro 2, Jean-François Palus. Moi, je peux témoigner que le management de Kering était bien au courant de ça. Parce que c'est un enjeu sur lequel François-Henri Pinault ou Jean-François Palus se sont penchés personnellement. Oui, je vous le confirme. Oui, ils ont été impliqués dans plusieurs discussions, dans plusieurs débats, dans plusieurs réunions qui visaient spécifiquement ce problème. Le problème pour Kering, justifier qu'une filiale qui fait essentiellement de la logistique génère autant de bénéfices. La solution que le groupe aurait trouvée, transférer des salariés italiens de Gucci en Suisse. Dans le cas de Gucci, à partir de fin 2011, début 2012 plutôt, les cadres démissionnaient de la société italienne qui était leur employeur et ils étaient embauchés par des sociétés suisses. Ils recevaient une indemnité de logement pour leur maison en Suisse, ils recevaient une voiture avec une plaque suisse. Leur voiture de fonction italienne était remplacée par une voiture de fonction suisse. Ils recevaient un téléphone portable de fonction suisse et ils avaient un bureau en Suisse. Et voilà. Un document confirme les propos d'Alfred. Un courriel rédigé par une certaine Stefania Orselli, la spécialiste du droit du travail de Gucci. Daté de la mi-juin 2012, il décrit les transferts passés et à venir de certains hauts cadres. La directrice monde des ressources humaines passée en Suisse le 15 mai 2012. Le directeur monde du département de la chaussure passé en Suisse le 1er juin 2012. Ou bien encore, le chef du marketing devra passer en Suisse le 28 juin 2012. Selon nos informations, une vingtaine de dirigeants de Gucci seraient passés en Suisse. Parmi eux, les 3 plus importants. Le directeur des ventes en gros, Piero Braga,
le directeur du marketing, Robert Triefus, et enfin le PDG de Gucci, Marco Bizzarri. Pour tenter de les rencontrer, nous repartons à Lugano, en Suisse. C'est ici qu'ils sont désormais censés travailler, au siège administratif de LGI, un autre bâtiment aux allures d'entrepôt, dans un joli camailleux de marron. Mais avant même d'avoir pu nous annoncer à l'accueil, notre voiture est bloquée sur le parking. Et un salarié vient à notre rencontre. Vous faites quoi avec cette caméra? On fait un documentaire de télévision. Pourquoi? C'est une propriété privée ici. Oui, c'est pour ça que je voudrais me garer à l'extérieur. Vos papiers? Vos papiers? Mes papiers? Votre carte d'identité? Laissez-moi me garer et puis je reviens. Non. Je vais appeler la police. Pas de problème, vous pouvez appeler la police. Je voudrais juste me garer et puis je reviens. Mais montez avec nous si vous voulez. Garez votre voiture ici. Le temps qu'on se gare, il a déjà eu en ligne sa hiérarchie. J'ai eu mon chef et ce n'est pas possible de faire des interviews. Ok, bon, moi je suis journaliste française et je voudrais juste savoir si Monsieur Triefus, par exemple, travaille bien ici. Je peux pas vous donner d'informations. Pourquoi? Parce que... Mais c'est public. Je comprends bien, mais c'est pas possible. Mais combien de personnes travaillent ici? Je ne peux pas vous donner cette information. Bah, c'est facile comme information. Mais je vous dis que je ne peux pas vous la donner. Bon, pourtant, elles ne sont pas si compliquées, nos questions. Pour obtenir des réponses, on a inventé un petit jeu pour les employés à l'entrée du site. Qui a vu le patron? Allez, top, c'est parti. Accueillons tout de suite notre première candidate. Bonjour. Est-ce que ce monsieur travaille ici? Perdu. Passons à nos deuxièmes candidats du jour. Bonjour. Qui nous viennent tout droit des bureaux de LGI. Bonjour. Vous êtes bien de LGI? Vous connaissez ce monsieur? Non. Et celui-ci? Non. Non. Et lui? Non. Mais vous travaillez bien ici, n'est-ce pas? Et c'est encore perdu. Allez, allez, on reste motivé pour l'arrivée de notre troisième candidate. Bonjour. Vous travaillez à LGI? Oui. Est-ce que ce monsieur travaille ici? Non. Enfin, moi, je suis au 2e étage et je ne l'ai jamais vu. Ah, ok. Et ce monsieur? Non. Ok. En tout cas, pas à mon étage. Non. Et celui-ci? Non plus. Ok, merci beaucoup. Bah, chez LGI, ils sont vraiment nuls à qui a vu le patron. Ou alors, peut-être que ces trois patrons ne mettent que très rarement les pieds dans le bâtiment. C'est en tout cas ce qu'affirme Alfred. Est-ce que vous avez déjà eu à aller rencontrer Monsieur Bizzarri en Suisse? Non, jamais. Est-ce que vous savez si il était souvent en Suisse? Non, c'est même le contraire. On m'a dit à plusieurs reprises qu'il était très, très rarement en Suisse. Est-ce que vous savez si, au quotidien, Robert Triefus travaille en Suisse? Non, moi j'ai entendu dire plusieurs fois qu'il n'est presque jamais en Suisse. Est-ce que vous pensez plausible qu'au quotidien, Piero Braga exerce ses fonctions en Suisse? Non, moi je sais qu'il était présent très rarement en Suisse. Et d'ailleurs, la majorité de ses fonctions se faisaient en Italie. Bon, on récapitule. Les plus hauts dirigeants de Gucci qui officiellement travaillent en Suisse seraient basés dans le pays en forme de botte. Allez, mets tes lunettes de soleil, on file en Italie. À Milan, le royaume du luxe à l'italienne. Le saint des saints de la mode, c'est par ici. Le Gucci Hub, l'un des sièges de la marque.
Un cube noir au centre d'anciens ateliers rénovés. So chic. Évidemment, on n'a pas pu rentrer. En revanche, on a reçu un courriel avec les plans détaillés du bâtiment, tous les bureaux et les noms de ceux qui les occupent. Visite virtuelle du Gucci Hub. Au rez-de-chaussée, le bureau de Robert Triefus, directeur du marketing, 38 mètres carrés. Au 3e étage, celui de Piero Braga, directeur commercial, surface 16 mètres carrés. Enfin, au 5e et dernier étage, ne manquez pas la pièce maîtresse, le bureau du grand chef Marco Bizzarri, une pièce immense de 88 mètres carrés et sa salle de bain personnelle de 15 mètres carrés. Non seulement ces 3 dirigeants de Gucci travailleraient à Milan, mais ils y habiteraient aussi. Et ça fait désordre pour des personnes qui payent leurs impôts en Suisse. On va tenter de vérifier. Dans cet immeuble, logerait Piero Braga. Je cherche Piero Braga. Il vit ici? Oui. Oui, venez, et je vais vous montrer les boîtes aux lettres. Thank you. Voilà, c'est l'une de celles-là. Je sais pas laquelle précisément. D'accord, merci. Mais il vit bien ici? Oui, oui, il vit dans cet immeuble. Mais je sais pas dans quel appartement, par contre. Grazie mille. Ciao. Bingo! Piero Braga est bien là. Un peu plus loin, dans un autre quartier chic, vivrait Robert Triefus. Son nom est bien sur l'interphone. Personne ne répond. Alors on sonne chez les voisins. Bonjour. Je cherche Monsieur Triefus. Au 2e? Allez, terminons notre escapade milanaise sur la piste du grand Manitou de Gucci, Marco Bizzarri. Il vivrait dans le penthouse, tout là-haut. Et ça tombe bien, ce soir-là, son appartement est le seul de l'immeuble à être éclairé. Oui, bonjour. Je cherche Monsieur Bizzarri. Oui, c'est vous, Monsieur Bizzarri? Par acquis de conscience, nous demandons au portier du restaurant en bas de chez lui s'il connaît l'homme aux grosses lunettes. Monsieur Bizzarri vit bien ici? Oui, je crois bien. Ok, merci. D'après nos informations, c'est même Gucci qui paye depuis des années son loyer et ses charges. Près de 10 000 € par mois. 3 des plus gros salaires de Gucci officiellement établis en Suisse, mais qui seraient basés à Milan. Une filiale dans le Tessin qui ressemble à l'entreprise la plus rentable du monde. Ça commence à faire beaucoup de sujets à aborder avec Monsieur Pinault. Malheureusement, lui n'a pas très envie d'en discuter avec nous. Nous comprenons votre demande, cependant nous ne souhaitons pas donner d'interview télévisée. Mais on a de la chance. Kering organise son assemblée générale annuelle à Paris. Ce jour-là, c'est la fête à l'actionnaire. Le patron, François-Henri Pinault, et à droite son bras droit, Jean-François Palus, présentent des résultats records. Je ne connais pas de groupe qui ait connu une croissance annuelle aussi importante. Nous avons créé plus de 3 milliards € de chiffre d'affaires supplémentaires en un an. Jusqu'à ce qu'on casse un peu l'ambiance. Question suivante. Attention, ce jour-là, nous n'avons pas pu entrer avec nos propres micros et ça s'entend un peu. Bonjour messieurs, bonjour monsieur Pinault. Je m'appelle Zoé Debussière, je suis actionnaire, je suis titulaire d'une action. Je suis également journaliste à Cache Investigation sur France 2. Vous parlez de LGI comme une plateforme de service. J'y suis allée, elle ressemble effectivement à une plateforme logistique. Est-ce
S'agit-il d'une plateforme qui permet en réalité de faire payer au groupe Kering moins d'impôts en France et en Italie pour des marques Gucci, Saint-Laurent et d'autres qui font la réputation de d'autres pays? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme qui n'est pas que logistique, elle est très importante. Elle s'occupe pour l'intégralité de nos marques, enfin l'intégralité sauf les marques de joaillerie et d'horlogerie, pardon, s'occupe de services très importants pour nous. Et encore une fois, on a bâti le groupe là-dessus. Il faut bien que vous compreniez ça. On a 600 personnes, c'est une activité qui est très importante pour le groupe et qui est tout à fait légitime et qui est même indispensable à la croissance et aux performances du groupe. Vous avez salarié en Suisse une partie des hauts cadres dirigeants de Gucci et ces hauts cadres dirigeants, pour être officiellement salariés en Suisse, ils n'y mettent que très rarement les pieds et ils ont des bureaux et une activité quasiment quotidienne dans le Gucci Hub qui se situe à Milan. Donc je me pose la question, est-ce que ça aussi c'est une démarche qui vous a permis d'économiser énormément d'impôts? Merci. La société LGI, encore une fois, a une activité commerciale en ce sens qu'elle vend des prestations logistiques à nos marques de luxe. Et donc, elle a de facto une existence commerciale, enfin une activité commerciale. Et quant à la présence des salariés, nous laissons les salariés être responsables de leur propre statut fiscal. Bien sûr, je parlais bien de là où ils travaillaient. Et j'en profite pour réitérer notre demande. Nous avons proposé à M. Pinault et à des gens de la direction de Kering une interview à ce sujet. On aimerait beaucoup que cette interview ait lieu, autrement que dans cette assemblée générale. Voilà, allez-vous accepter notre proposition d'interview pour répondre à toutes nos questions dans notre question? Écoutez, vous permettrez de réserver aux administrations fiscales, en particulier italiennes, des réponses à des éventuelles questions subsidiaires. En attendant, je pense. Ah oui, on ne vous a pas dit. La justice italienne a ouvert une enquête contre Gucci pour évasion fiscale. Elle a même perquisitionné les domiciles milanais des 3 dirigeants de la marque. Aujourd'hui, les 3 salariés suisses sont redevenus des salariés italiens. Merci pour votre visite. Merci à vous. Bonne journée. Le système Kering existe depuis 2001. Comment un fleuron français du luxe a-t-il pu concentrer pendant des années des millions d'euros de bénéfices en Suisse sans que les autorités ne s'y intéressent? Gucci aurait-il pratiqué l'évasion fiscale, comme le soupçonnent désormais les magistrats italiens? Ces questions, nous avons décidé de les poser à un fin connaisseur de la fiscalité, un ancien ministre français de l'économie, qui est aujourd'hui commissaire européen aux affaires fiscales. Pierre Moscovici. Ok, interview Pierre Moscovici, Bruxelles, première. L'entreprise Kering, vous la connaissez, j'imagine? Absolument. Elle appartient à la famille Pinault, c'est la 7e fortune de France. Cette entreprise est aujourd'hui soupçonnée d'être à l'origine d'une évasion fiscale massive, on peut le dire, massive. Vous êtes au courant, j'imagine, de cette affaire? Je suis commissaire européen, je ne suis pas commissaire de police et je ne suis pas agent du fisc, donc je suis très embarrassé pour m'exprimer sur un sujet sur lequel il y a apparemment une enquête, semble-t-il, en Italie. Mais effectivement, il y a le parquet italien qui a ouvert une enquête pour évasion fiscale présumée. S'assimile, disons, à un montage d'optimisation fiscale, c'est-à-dire la recherche par une entreprise des moyens de payer l'impôt le plus bas possible. 2,5 milliards d'euros selon les informations recueillies par l'EIC, qui est le consortium européen des journalistes d'investigation. C'est un chiffre que j'ai lu. Et ce chiffre est vertigineux. Et montre bien que ça ne peut pas se reproduire. De quoi s'agit-il? Il s'agit maintenant de faire en sorte qu'on ait un échange automatique d'informations, c'est-à-dire qu'on sache instantanément comment les entreprises négocient avec les États, États membres de l'Union européenne, mais aussi États tiers, ce qu'on appelle des rescrits fiscaux, c'est-à-dire des planifications d'impôts sur les sociétés à l'avance qui peuvent être très avantageuses. Ces rescrits fiscaux, par leur opacité, ont engendré des scandales, notamment ce qu'on a appelé le LuxLeaks, et c'est précisément l'objet de cette affaire dite Kering. Et soyons simples, vous avez là des entreprises qui sont françaises, des entreprises qui sont italiennes, et donc soyons très clairs, il faut que la richesse produite soit taxée là où elle est créée. Et donc je pense que c'est ce genre de pratique qu'il faut désormais traquer et proscrire. D'accord. Je voudrais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. On va parler du résultat net de Kering en 2016. Regardez, je vais vous montrer.
petit à petit ces photos. Donc là, on voit le résultat net de Kering, 1,282 milliard d'euros. Là, ensuite, on va regarder le résultat net de sa filiale suisse, LGI, presque 900 millions d'euros. On le voit, 899 millions d'euros. Ça veut dire que LGI réalise 70% du bénéfice de Kering. Je continue parce que la suite est intéressante. La société LGI compte 600 salariés, alors que le reste du groupe partout dans le monde compte 28 400 salariés. Voilà, c'est ici. 600 salariés d'un côté, 28 400 de l'autre. Est-ce que vous avez une réaction? Parce que là, on est d'accord, la richesse, elle n'est pas créée là. Hein. Là, il y a 600 employés, 70% du bénéfice. C'est pas là qu'elle est créée, la richesse. Hein. De fait... Il y a une vraisemblance que ce soit pas le cas. Parce que je vais Ou alors, c'est très, très productif. Vous ne croyez pas si bien dire. Parce que justement, on a fait le calcul. Ça veut dire que un salarié de LGI en Suisse génère à lui seul 1 499 000 euros par an, alors qu'un salarié d'une autre filiale Kering, ailleurs, ne génère qu'un peu plus de 13 000 euros. Donc, c'est ce qu'on se dit. Ils sont super rentables, les salariés suisses. Hein. Voilà. Voilà. Ils sont productifs, rentables, formidables. Très efficace. Est-ce qu'un système comme celui qu'on vient de voir sur Kering pourra encore exister dans les années qui viennent, avec la Suisse? La Suisse, elle aussi, depuis le 1er janvier 2018, procède à l'échange automatique d'informations sur les traits fiscaux de la même façon. Elle y est obligée. Elle y est obligée et elle y a consenti. Si pardonnez-moi qu'on comprenne bien, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si une entreprise, disons française, bénéficie d'une imposition très faible dans un pays comme la Suisse a l'obligation de dire à la France, voilà le taux d'imposition que nous accordons à l'entreprise. Je vais essayer d'être simple. Ce rescrit fiscal suisse était inconnu de l'administration fiscale française ou italienne. Il n'y avait aucune forme de transparence. Aucune trace. À partir du 1er janvier 2018, un tel rescrit fiscal, celui-ci ou un rescrit fiscal comparable, est automatiquement donné à l'administration fiscale française ou italienne qui, à partir de ce moment-là, peut agir. Après, je veux aller jusqu'au bout, parce qu'il faut aussi être clair. Moi, ici, je dirige l'administration qui propose la législation européenne. Mais nous proposons, les États membres décident et ils disposent. Après, la question qu'il faut poser, c'est au ministre des Finances, en l'occurrence à la Direction générale des finances publiques en France et en Italie, savoir que font-ils une fois qu'ils ont le rescrit fiscal. À eux d'agir. D'accord. Donc ça, je ne peux pas vous dire ce qu'ils font. Oui, mais d'accord, mais en tant que commissaire européen, vous êtes très clairement en train de leur dire, on a construit les outils, absolument. Et maintenant, à vous, États différents, d'agir face à ce genre de schéma. Mais il y a quand même quelque chose de très important. Depuis le 1er janvier 2018, ils savent ce qui se passe. À eux d'en tirer les conséquences, à eux d'agir. Ils peuvent le faire. Et je n'ai pas de doute qu'ils le feront. Merci à vous, Pierre Moscovici. Merci à vous. Pourtant, à ce jour, ni Bercy, ni le parquet national financier n'ont ouvert d'enquête sur le dossier Kering. Après ces montages fiscaux qui nous ont bien fait suer, vous n'avez pas envie de revenir au bon basique du luxe? Quand on pense luxe, on pense fourrure. Vincennes, ironie cruelle pour les pensionnaires du zoo. Déjà dans les années 50, la fourrure avait ses adeptes. Un manteau de panthère des Somalies. Un manteau de kangourou. Et souhaitons à ce poney de ne pas se transformer un jour lui aussi en manteau. 20 ans plus tard, toutes les stars des années 70 bavent d'envie devant les pelisses sur les podiums. La sexualité de ces fourrures, eh bien, c'est presque indécent, tellement c'est beau, tellement je voudrais me rouler, coucher sur ces fourrures. Et puis en ce temps-là, on se disait que la fourrure, on l'obtenait comme ça, grâce à de courageux trappeurs arpentant la nature dans le froid. Oh, c'est un bout. Femelle. Une femelle? Ouais, femelle. Ah bah c'est bien, t'as fait du bon boulot, Jean-Marc. Depuis, la fourrure, ce sont des animaux d'élevage. Quant aux trappeurs, ils ne sont plus québécois. Ils sont chinois. La Chine est le premier pays producteur de fourrure.
Vous voulez voir à quoi ça ressemble, cette industrie? Allez, on vous emmène à Daing. Daing, une toute petite ville à l'échelle du pays, 100 000 habitants, mais 10 000 entreprises, toutes liées à la fourrure. Il y a les centres commerciaux saturés de manteaux et de pantoufles. Le showroom de peaux de vison et surtout l'emblème de la ville, ironiquement, le renard. 3 fois par mois, on peut aussi aller au marché aux poils. Des dizaines de milliers de peaux de toutes sortes d'animaux. Bonjour, ça c'est du raton laveur. À des prix dérisoires. Celui-ci, c'est 25 yuan la pièce. C'est la meilleure de tout le marché. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. 25 yuan, à peine plus de 3 € pour une peau. En Chine, 70 millions d'animaux sont tués pour leur peau chaque année. Et le bien-être animal, ce n'est pas vraiment la priorité du pays. Shi Suqing travaille pour l'association PETA, l'ONG qui s'est fait connaître partout dans le monde pour ses actions coup de poing contre la fourrure. Cette jeune militante est à la pointe du combat en Chine. Le pays est devenu la priorité de l'association. Les animaux des fermes ne sont pas protégés. Et il n'y a pas de loi qui contrôle l'élevage et le commerce. Certes, il y a des associations comme la nôtre qui se battent contre la souffrance animale. Mais comme il n'y a pas de loi, nous n'avons pas d'interlocuteur officiel. Tous ces animaux, de l'élevage jusqu'à l'abattoir, n'ont aucune protection, aucun droit. Pourriez-vous nous décrire les conditions d'hygiène dans ces fermes? Ils urinent et défèquent dans leur cage. Comme ils sont tous enfermés, certains peuvent développer des maladies de peau. Certains deviennent fous, au point qu'ils peuvent parfois s'attaquer entre eux. On constate des morsures sur leur peau, provoquées par leurs congénères. Dès que vous entrez dans ces fermes, vous êtes pris à la gorge par une odeur pestilentielle. Et personne ne nettoie. Mais qui s'approvisionne dans ces élevages? Les grandes marques européennes y ont-elles recours? À Pékin, dans ce temple du luxe, vous avez le choix dans la fourrure. Des manchons, des écharpes ou ces étranges boules de poils, des bijoux de sac. Avec notre caméra cachée, nous entrons chez Furla, une marque italienne. Ça, c'est un renard? Oui, c'est du renard. Mais quand il s'agit de savoir d'où vient ce renard, c'est plus compliqué. Je ne connais pas la provenance des animaux, mais je sais que tout a été assemblé en Italie. C'est un peu le problème dans toutes les boutiques où nous allons. La provenance des peaux, ce n'est jamais très clair. Alors nous entrons chez Max Mara, une autre marque italienne, très présente en France avec plus de 100 boutiques. Et on essaye même cette jolie petite veste. C'est en quoi ce manteau? Ça, c'est du lapin. Il a été fabriqué où? En Italie. Non, en fait, c'est fabriqué en Chine, mais avec de la fourrure italienne. De la fourrure italienne. Ça, c'est la première version. Arrive maintenant la responsable du magasin.
On sait que notre fourrure vient d'un organisme certifié du Danemark. Toutes leurs fourrures sont de bonne qualité. Comme c'est un organisme certifié, chaque peau passe un contrôle. Et c'est pour ça que leurs peaux sont de très bonne qualité. Nous travaillons toujours avec eux. De la fourrure italienne, ou plutôt danoise, ou plutôt... on ne sait plus très bien. En sortant d'ici, pour y voir plus clair, nous posons directement la question au service client de Max Mara, en nous faisant passer pour une cliente. Voici leur réponse. Nous vous informons que notre maison est fermement engagée dans un processus de croissance continue et d'amélioration de ses produits, peu importe leur lieu de fabrication. Par ailleurs, concernant nos modèles en fourrure, nous vous confirmons que l'approvisionnement s'effectue auprès de fournisseurs certifiés. C'est à ce moment-là qu'on s'est demandé comment on disait « langue de bois » en chinois. Pour continuer l'enquête, il va falloir changer de peau. On est rentré à Paris, juste le temps de se fabriquer une couverture en fourrure. Pour enquêter sur les marques de luxe, le meilleur moyen, c'est de devenir une marque de luxe. Et pour ça, on a besoin de l'aide d'une professionnelle. Une spécialiste de l'image, du logo, de la communication, bref, quelqu'un qui pourrait nous faire passer pour une maison française de grande renommée. Attention, voici Zoé Paris. Zoé Paris, c'est un voyage sensoriel, une redécouverte de la matière première, belle, sauvage. Bon, côté image, c'est fait. Maintenant, il nous faut un book avec des allures tendance et luxe sur lesquels on agrafe des bouts de lapin, de renard et de vison. Zoé Paris, ça n'existe pas. C'est juste un passeport pour la Chine. Nous repartons à Daying, la ville de la fourrure, sur les traces de la veste en lapin que nous avons essayée chez Max Mara. Désormais, nous tournerons discrètement et parfois avec une caméra cachée. Il nous faut d'abord trouver où la veste a été confectionnée. Mais dans cette ville aux 10 000 usines, autant chercher un lapin dans une garenne. Alors nous faisons le tour des confectionneurs. On a causé bon de commande, croquis et sens du poil. Mais ici, pas de Max Mara en vue. Après quelques détours, bien loin des produits de luxe, un matin, nous arrivons enfin à bon port. Au fond de cette cour, dans cette usine, bingo! Les vestes en lapin de Max Mara. Nous sommes l'un des meilleurs fournisseurs de Max Mara en Chine. Vous travaillez vraiment beaucoup avec eux? Oh oui, ça fait des années. Travailler pour Max Mara, c'est la fierté du patron. On l'appellera Monsieur Li. Ce jour-là, dans l'usine, des petites mains s'affairent sur un autre modèle de la marque italienne. Avec tous nos effectifs, on arrive à fabriquer 120 pièces par jour. Ne vous inquiétez pas, nous pouvons produire de 3 à 4 000 pièces. Comme vous pouvez le voir, ces fourrures ne ressemblent pas aux autres. Elles sont uniques, les meilleures de toute la région de Daying. La fourrure de cette veste Max Mara n'est ni italienne, ni danoise, elle est bien chinoise. C'est du lapin chinois, ça? Oui, du lapin du Shandong. On l'a, notre réponse. Mais ce n'est que le début. Ça, c'est fourrure, ici. Nous sommes encore loin d'avoir identifié les fermes d'élevage précises. Et puisque nous sommes venus en tant que clients, eh bien nous jouons les clients. Nous montrons notre book, nous choisissons des échantillons de fourrure, bref, nous causons au poil. Mais surtout, nous entamons des négociations. Il faut convaincre le patron de nous présenter ses fournisseurs. Ça commence mal. Les fourrures ne proviennent pas toutes du même élevage.
Ce n'est pas la peine que vous alliez les voir, faites-moi confiance. Max Mara, eux, ils ne font pas le tour des fournisseurs. Vous pouvez contrôler ces pots directement ici. Ça ne sert à rien d'aller voir les fermes. Vous savez, les conditions d'élevage ne sont pas bonnes. Vous allez seulement voir des animaux sales. Nous, on ne va pas acheter directement les pots à la ferme. Nous, on n'achète que des pots déjà tannés. Monsieur Lee ne connaît que la tannerie à laquelle il achète ses pots. Après 2 heures de négociation avec lui, nous obtenons enfin le feu vert pour y aller. C'est bon, vous allez pouvoir aller à la tannerie de Roissy. Les dirigeants vont vous accueillir. Roissy, à 250 km au nord de Daing. Une autre ville dont toute l'activité est tournée vers la fourrure. Elle abrite la principale tannerie du pays. Dès l'entrée, des pots de ratons laveurs à perte de vue sèchent au soleil. Plus loin, des milliers de pots de lapin. Vous travaillez sur combien de pots chaque jour? Dans cette partie de l'usine, on fait 10 000 pièces par jour. Mais sur les périodes de pic, ça peut monter à 30 000, voire plus. Dans une odeur nauséabonde de charogne, travaillent 3000 employés. Les pots arrivent de tout le pays, parfois aussi du nord de l'Europe. Une autre partie de l'usine est consacrée aux lapins, ou plutôt à ce qu'il en reste. Entre 10 000 et 30 000, c'était le nombre total de pots, j'imagine. Non. Entre 10 000 et 30 000, c'était l'autre partie de l'usine. Ici, notre capacité, c'est 100 000 pots par jour. Pour le plus grand confort des ouvriers, ici, les machines sont dernier cri. Ça, c'est un travail que nous ne pouvons pas remplacer par des machines. C'est grâce à ces petites mains que l'économie chinoise n'arrête pas de grimper. L'un des secrets de la veste Max Mara, ce sont ses petites mains et surtout leur salaire. Discrètement, notre traductrice s'adresse à l'un des ouvriers. 20 centimes par pièce. Chaque ouvrier fait environ 1000 pièces par jour. Ça leur fait un salaire de 200 yuan. 200 yuan, à peine 26 € par jour. Ce n'est même pas le salaire minimum chinois. Maintenant, revenons à nos lapins. Au fond de l'usine, les pots qui sont mises de côté pour Monsieur Lee. Alors c'est là-dedans que vous faites votre choix pour Max Mara? Oui, une partie me sert pour Max Mara et je revends le reste. Et vous en achetez combien par an en tout pour Max Mara? 50 000. Monsieur Lee nous parle enfin de l'endroit d'où viennent ces pots. C'est mon négociant qui va me les chercher dans la ville de Ligny. Vous avez l'air de vraiment apprécier la fourrure de Ligny. Oui, c'est doux comme de la soie. Voici le négociant de Monsieur Lee. C'est lui qui va acheter les pots dans les provinces reculées pour approvisionner Max Mara. Pour Monsieur Lee, je ne prends que la fourrure de Ligny. Si on veut un ticket pour les fermes d'élevage de lapins, c'est lui qu'il faut convaincre. Vous pensez que ce serait possible de vous accompagner à Ligny dans les jours qui viennent? Oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas demandé? Va falloir encore négocier. Ah oui, on a oublié de vous dire. Depuis le début du voyage, les négociations, ça se passe au restaurant. Concours de politesse. C'est vrai que c'est sympa ça. Et marathon du gueuleton.
On trinque, on retrinque à l'alcool de riz. Et 427 000 calories plus tard... Voilà, on atteint ce moment. On obtient notre visa pour Ligny. Notre couverture de créateur de mode a parfaitement fonctionné. Dans cette région, des fermes d'élevage d'animaux à perte de vue. C'est l'une des principales zones d'approvisionnement en lapins. Grâce aux négociants de Monsieur Lee, nous entrons dans l'une d'entre elles. Elle compte environ 10 000 animaux, parfois entassés à deux dans des cages minuscules. Il n'y a plus de place. Quand j'aurai vendu quelques rangées de lapins, je pourrai en remettre un seul par cage. Ici, aucune loi n'oblige les propriétaires à la moindre norme d'hygiène. Dans une autre ferme, les mêmes conditions d'élevage. Les excréments s'amoncellent le long des cages. Certains lapins présentent des troubles respiratoires. D'autres, des troubles du comportement. Des abcès. Des difformités. Chienne de vie pour ces lapins destinés au luxe. On est loin, très loin de la phrase elliptique de Max Mara. Nous vous confirmons que l'approvisionnement s'effectue auprès de fournisseurs certifiés. Et tout ça n'est rien à côté de la mort des animaux. Grâce aux négociants en peau, nous pénétrons dans l'abattoir de Ligny. Le bruit que vous entendez, ce sont les cris des lapins. Accrochés au début de la chaîne d'abattage, leurs pattes sont parfois brisées. Puis ils sont saignés. Et moins d'une minute après, dépecés. Voilà les peaux qui approvisionnent l'usine de Monsieur Lee et qui deviendront notamment des vestes Max Mara. À notre retour en France, nous nous interrogeons. Quel est le degré de souffrance de ces lapins? Nous avons rendez-vous avec un spécialiste. Bonjour. Martial Albar. Pendant 15 ans, il a été inspecteur des services vétérinaires dans les abattoirs. Autant dire qu'il en connaît un rayon sur les animaux. L'architecture nerveuse est la même que la nôtre. On va retrouver la même architecture nerveuse avec un encéphale, avec une moelle épinière, avec des nerfs moteurs, des nerfs sensitifs, et avec des nerfs sensitifs qu'on va retrouver au niveau de la peau, au niveau des poils même. Nous lui montrons les images tournées dans l'abattoir chinois. Vous assistez à ça en tant qu'inspecteur des services vétérinaires en France, dans un abattoir. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, sur des images où l'opérateur jette les animaux, là, il y a matière à sanctionner, effectivement, puisque les textes prévoient que les animaux ne soient manipulés quand même sans souffrance inutile. C'est inconcevable de manipuler un animal vivant, sensible, de cette manière-là, quoi. En Europe, comment ça se passe dans un abattoir, justement, quand les lapins arrivent? Comment ça se passe? Alors, normalement, les lapins sont étourdis essentiellement par électronarcose. C'est-à-dire qu'on les électrocute, tout simplement, quoi. Pour induire, en théorie, une perte de conscience. En combien de temps est-ce qu'on peut penser que le lapin est réellement mort après avoir été égorgé? Je pense qu'il faudrait attendre au moins facilement 2 minutes, quoi. Si je vous dis qu'il y a moins d'1 minute qui s'écoule entre le moment où ils arrivent sur la chaîne et le moment où ils sont dépecés, ouais. C'est une quasi-certitude
que la plupart des animaux sont encore sensibles. On est sûr d'avoir des lapins qui ne sont pas morts, cliniquement, si on reprend des termes utilisés en médecine humaine. Au moment où ils sont écorchés. Max Mara sait-il dans quelles conditions sont élevés et abattus les lapins qui servent à fabriquer leurs petits manteaux? La marque italienne a refusé toutes nos demandes d'interview. Alors, un matin brumeux, veste sous le bras, nous tentons de les rencontrer au siège parisien du groupe. Bonjour monsieur. Bonjour. Je viens vous voir parce qu'on voudrait parler à Fabio Forni et Laurence Gatier. En fait, on aimerait discuter avec Laurence Gatier, la chargée de communication. D'accord. Elle arrive? Ouais. Super. Allez, attendons la dame qui, depuis des mois, nous pose des lapins. Ok, elle était facile. Bonjour, Madame Gatier. Vous ne filmez pas? Non, ben si, on filme. Je viens vous voir parce que je suis ravie de vous rencontrer. Ça fait des mois qu'on mène une enquête et on a absolument besoin d'avoir des réponses de la part de Max Mara parce que l'enquête qu'on a faite démontre des choses très intéressantes et très fortes et très importantes pour la marque Max Mara. D'accord. Est-ce que vous savez, par exemple... Désolée, je ne suis pas du tout porte-parole de la marque. Bah, vous êtes directrice de la communication. Non, non, pas du tout. Je suis attachée de Presse France. Oui, bah vous êtes attachée de Presse France, donc c'est pour ça qu'on vient vous voir. Je vous remercie. Est-ce que vous savez, par exemple, que certains manteaux de la marque Max Mara sont fabriqués en Chine dans des conditions qui sont déplorables, qu'il y a beaucoup de souffrance animale? Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre à ces questions? Parce que ça met en cause la marque Max Mara. Madame Gatier. Bon, après le plan A comme ascenseur, on va tenter le plan F comme façade ou fenêtre. Les fenêtres sont ouvertes? Le plan F, oui. On peut appeler? Comme Forni. Monsieur Forni? Le directeur France de Max Mara. Monsieur Forni, Madame Gatier? Élise Lucet, cache investigation, je voulais parler à Monsieur Forni ou Madame Gatier. On a fait une enquête pendant des mois. Il y a des choses qui sont très importantes vis-à-vis de la marque Max Mara qui vous mettent en cause et donc on voudrait obtenir des réponses. Vous pouvez rien faire. Chez Max Mara, quand on parle fourrure, c'est rideau sur les conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Dommage. Bon, allez. Avant de partir, on leur a laissé un courrier. Mais nous n'avons jamais eu de réponse précise à nos questions. Au bout d'un an d'enquête, ce monde du luxe, on ne le regarde plus vraiment pareil. Après les montages fiscaux de Lugano, après les tanneries de Toscane, après les fermes d'élevage de Chine, on a comme un doute. Et si cette belle image du luxe n'était qu'un rêve?